Denis, je fais partie de l'équipe RIP, Recherche Investigation Paranormale, depuis le tout début, la fondation. Pourquoi le paranormal pour moi? C'est très simple, j'ai eu une expérience personnelle qui a fait que je me suis posé des questions, qui a fait que j'ai rencontré des personnes qui eux aussi se posaient des questions, et on s'est dit pourquoi pas aller sur le terrain, pourquoi pas passer ce cap de pas seulement regarder des documentaires, pas seulement lire des bouquins, même si c'est très important, pour avoir des bonnes bases, mais tout simplement d'aller par nous-mêmes et se faire notre propre avis sur ces phénomènes. Voilà en gros pour ma part. On va faire très court, puisque étant donné qu'on a beaucoup de monde et qu'on n'a qu'une heure, je vais laisser la parole à mes collègues. Ah c'est direct pour toi. Donc bonjour, merci déjà à tous d'être là, vraiment ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde. Donc moi je m'appelle Jonathan Dayer et je réalise et produis une série documentaire qui s'appelle The Believers depuis 4 ans et demi maintenant, avec ma fiancée mais qui malheureusement n'a pas pu venir. Et voilà pour le gros du topo, quoi. Bonjour à tous, moi je suis Nicolas de l'équipe Spirit Experience, je suis le président de l'association et organisateur donc, de l'événement dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Merci. C'est à lui qu'il faut dire merci. C'est à lui. C'est vrai, allez on va l'applaudir. Bonjour à tous, moi c'est Anthony Augusto, je suis le cofondateur de l'équipe RIP Recherche Investigation Paranormale avec mon frère et Denis et je fais ça depuis à peu près 2005. Voilà. Bon, bonsoir à tous, on sort déjà d'une conférence, bon. Bonsoir. Alors, donc moi je m'appelle Nico Augusto et donc je suis fondateur, cofondateur, peu importe, enquêteur, passionné de paranormal depuis de nombreuses années. Et j'adore absolument échanger avec vous sur toutes ces thématiques qui nous sont interdites en bonne société. Voilà. Donc voilà, vous avez à peu près une idée, pour ceux qui connaissent les différentes équipes qui sont représentées aujourd'hui. Par rapport aux questions, on va faire simple. Vous allez lever la main. Et je vais être, entre guillemets, le petit manard qui va courir partout. Comme ça, on va bien vous entendre. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Allez-y. Qui a une question? Peu importe sur quelle équipe, sur le sujet, n'importe quoi. Par contre, il faut juste, je vais préciser, j'arrive. Je vais juste préciser, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut que la question de préférence soit ciblée au moins sur une personne. Parce que si vous me demandez de faire l'avis de tout le monde, on en a pour 3 quarts d'heure, c'est mort. Parce que je les connais, ils parlent beaucoup. Vous avez déjà fait, je pense, 1 ou 2 conférences. J'arrive. Coucou, je suis là. À toi. Alors moi j'avais une question qui touche les 2 équipes. Alors s'il faut cibler une personne, n'importe laquelle des équipes peut répondre. Les Believers et les RIP. Oh là là. Parce qu'en fait c'est une question qui m'est venue en regardant progressivement un épisode des Believers d'abord et RIP ensuite et la question est venue à ce moment-là. Donc forcément ça touche les 2. Donc, dans les émissions de Chasseurs de fantômes, on parle souvent des orbes. Et dans les Believers, effectivement, vous avez essayé de donner une explication, plus ou moins, sauf si je me trompe. Hein, et vous expliquez qu'au niveau des orbes, vous aviez l'impression qu'elles apparaissaient au niveau des visages ou des torses, et que c'était peut-être une façon de communiquer, quelque chose comme ça. Et suite à ça, j'ai vu donc l'épisode de RIP au pensionnat, où on voit cette balle de tennis qui roule
et où on a l'impression, et ça vous en parlez pas, alors je sais pas justement si vous avez une explication ou si c'est rien à voir avec des orbes, mais s'échappent de cette balle de tennis pas loin 2 orbes qui ne sont ni évoqués ni expliqués comme étant autre chose, des insectes ou autre. Et donc je voudrais savoir si vous êtes une autre vision des choses qu'eux, et savoir pourquoi ça n'a pas été évoqué dans l'épisode, ces 2 orbes qui s'échappent vers la balle. On commence par Believers. Allez. Elle est pas mal, elle est pas mal. Non, la question est intéressante, donc une fois qu'ils auront répondu, ça sera l'heure de partir. Bon, je vais essayer de faire court. Alors déjà, en fait, The Believers, maintenant, on a vraiment essayé d'oublier ce mot orbe, parce que quand même, orbe, faut pas oublier qu'en final, c'est quelque chose de ce qu'il y a de plus normal, et c'est une anomalie qu'on peut retrouver avec tous nos appareils photo, ainsi de suite. Donc du coup, on a préféré simplifier la chose et appeler ça les sphères lumineuses, parce qu'au final, c'est ce que c'est. Et oui, au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des enquêtes, on s'est rendu compte qu'on avait souvent ce phénomène de sphères lumineuses qui se dirigeaient vers nos têtes. Et en plus, on avait des réactions en fait. Et ça, c'est dans les dernières enquêtes qu'on a fait, on a vraiment en temps réel pu filmer le fait qu'une orbe rentre dans ma tête à moi et que tout de suite j'en réagisse comme un frisson. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est directement la manifestation d'une conscience, une représentation sous forme d'atomes mais différents, j'en sais rien. C'est à chaque fois qu'on a des questions, on a quelques réponses, mais derrière on a 1000 autres questions. Donc, mais en tout cas, c'est un sujet super intéressant, ce phénomène du fait qu'elle se dirige vers nous et que nous, on ait une réaction tout de suite après. Donc on y bosse. Voilà. Alors, pour ma part, et pour la part de RIP, en tout cas par rapport aux pensionnats et aux orbes, les orbes ont toujours été un sujet, effectivement, le mot orbe, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, donc je rejoins John quand il dit que c'est plus des manifestations lumineuses. Mais quand on parle d'orbes, nous, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu écarter. On ne prend pas en compte les orbes, puisque dans l'environnement dans lequel on évolue, là, en pleine journée, vous ne les voyez pas, mais il y a des milliers d'objets en suspension qui se déplacent selon le volume d'air. Vous ouvrez une porte, ça fera un courant d'air qui déplacera ces objets. Les appareils photo, les night shots, les flashs vont donner une réfraction à ces objets et ça parasite. Donc c'est très dur de savoir s'il y a la réalité sur une orbe lumineuse et ensuite la dissocier d'un papillon, d'une poussière ou peu importe. Quant au pensionnat, l'explication, on la donne dans la version longue qui est sur YouTube. On ne la donne pas dans l'émission télé parce que c'est quelque chose, voilà, on peut en parler, mais si on part du principe que la balle de tennis était là depuis quelques années, lorsqu'elle roule, elle va lâcher des poussières ou des objets infimes en suspension qui étaient collés à cette balle. Elle roule, il n'y a rien de plus logique qu'il y ait 1 ou 2 poussières qui se libèrent et la caméra night shot prend la réfraction et c'est pour ça qu'au moment où elle bouge, il y a certaines poussières qui se libèrent. C'est une possibilité. La deuxième, c'est effectivement, est-ce que cette balle a été réellement déplacée par une entité et que c'est une orbe lumineuse, une conscience, peut-être. Mais nous, on part du principe qu'on est plus précautionneux sur le fait que c'est peut-être une poussière, donc on préfère pas en parler. Voilà. Nickel, est-ce qu'il y a une autre question? Qui Ah. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis café à la photo, moi, salut les gars. J'ai une question, j'ai entendu l'autre fois sur live que vous avez fait, Nico et Mariana, tu as parlé de l'idée de protocole qui pourrait se partager et s'utiliser entre les différentes équipes. Donc c'est pareil, ça peut être l'un de vous, choisissez celui qui répond. C'est juste une idée comme ça, ou il y a quelque chose que vous pourriez, entre guillemets, mettre en place, ou je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme idée autour de ça? Merci de poser la question parce que j'avais vraiment pas envie de l'aborder par moi-même. Effectivement, il y a quelques mois, j'ai fait un appel sur la télé d'essayer, nous, entre guillemets, les chasseurs, les enquêteurs, investigateurs, de trouver une solution pour travailler ensemble. Parce qu'au final, comme je vous l'ai dit dans la conférence précédente, on a été copié en bien, mais on a été copié aussi extrêmement en mal. On a fait beaucoup de mal aussi, théoriquement, à ce qu'on appelle un domaine de recherche et non un domaine de divertissement. Je l'ai dit avant, certains étaient déçus, mais il est aussi à nous de nous remettre en question. Et je pense que pour pouvoir travailler et être pris au sérieux par une communauté scientifique qui n'a encore aucune envie de venir nous tendre la main, il faut qu'on arrive à lui apporter un protocole. C'est-à-dire un protocole de A à Z, une idée très précise de comment on enquête, comment on récupère un témoignage, comment on traite un résultat, une information, qui peut être de l'ordre de l'observation, mais aussi numéraire à travers toute une série d'enregistrements.
Je pense que c'est peut-être notre devoir, on n'en a pas vraiment parlé encore, peut-être que ça viendra. J'aime pas forcément forcer les choses, je pense que si ça doit se faire, ça se fera. Mais une chose est sûre, c'est que si on veut que la communauté scientifique, je ne donnerai pas de nom, quoique, mais des mecs comme Yves Lignon par exemple, qui sont là depuis des années, et moi je respecte les gens plus âgés que moi, et puis c'est pas parce qu'on n'a pas le même opinion qu'on peut peut-être pas essayer d'envisager quelque chose. Je dis pas que c'est lui qui apportera la raison, je dis simplement que nous sommes à la base, John, Denis, Anton, Mariana, Nico et d'autres, des observateurs de terrain. Notre job, c'est d'observer ce qui se passe sur le terrain. Après, les résultats, c'est aux scientifiques. Et malheureusement, je ne les ai pas vus ce week-end encore. Ça viendra peut-être un jour. J'espère que j'ai répondu à ta question. Malheureusement, je ne peux pas aller encore plus loin. J'espère qu'un jour, on aura quelque chose qui va dans ce sens-là. Parce que je sais qu'il y a des centaines de milliers de témoins qui vivent des phénomènes tous les jours et qui ont aussi envie d'être pris au sérieux. Et pour être pris au sérieux, il nous faut la science, les amis. Il nous faut la science et on ne pourra pas le faire tout seul. Parce qu'on n'est pas scientifique. Voilà. Je crois que les scientifiques étaient sur la route, mais ils étaient encore sur une carte. Donc ils n'ont pas trouvé le palais des congrès, c'était pas indiqué, je crois. Tu tends la main, puis... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, c'est parti. C'est bien. Pour l'instant, c'est géré, c'est pas trop loin. J'ai une question pour Nico, entre autres. Tu disais qu'il fallait un certain protocole pour travailler dans le même sens, et que du coup ça permettrait peut-être par la suite d'avoir des scientifiques qui du coup se pencheraient sur la question et du coup travailler avec des scientifiques. Le problème, c'est qu'on a vu il y a quelques mois que même au sein du monde du paranormal, il y avait comme Gus DX, pour aborder le sujet qui fâche, qu'on avait des gens qui trichaient au sein de ce milieu. Et donc, quelque part, c'est pas forcément le monde scientifique qu'il faut montrer du doigt, enfin, indirectement. C'est aussi faire le tri dans notre milieu et aussi attendre du public une certaine maturité, pas forcément d'attendre tout le temps d'avoir peur derrière un épisode, ou voilà, simplement avoir une maturité du public. Il faut peut-être que le public arrête d'attendre d'avoir peur, d'avoir des sensations derrière un écran, quoi. Et à nous de faire le tri au sein de la communauté du paranormal, quoi. Est-ce que c'est pas plutôt à nous de faire le premier pas et de chasser, chasser c'est un peu fort, mais on va dire les tricheurs? Alors, question douloureuse, sensible. Je parle que pour moi, mon nom. On va peut-être faire l'avis de chacun là-dessus, non? Qui je suis pour aller faire le tri? Qui je suis pour aller dire à Jerry, tu sais que t'as l'air d'un con avec ton hamburger, mec. Mais qui je suis pour dire un truc pareil? Personne. Les gens font ce qu'ils veulent. On doit accepter, on sort d'une conférence, dans ma conférence, je vous dis, on doit apprendre à accepter et tolérer ce que font les autres aussi. Même s'ils font du mal, parce que je pense pas du bien de Jerry, hein. Je pense pas du bien de Guillaume, très clairement. Mais je ne m'exprimerai pas sur ce sujet-là, parce que on attire le positif en parlant du positif. Si on fait que du négatif, on n'y arrivera jamais. Moi, ce que je vous propose, un protocole scientifique sur la chasse aux fantômes, c'est extrêmement facile. Extrêmement facile. Et même si Believers, par exemple, ou Nico n'ont pas les mêmes approches que RIP, ce n'est pas grave, je vous explique très simplement. Un protocole, c'est, comme je vous disais, des points A, B, C, D, E. Entre ces points, il y a ce qu'on appelle des observations de protocole, qu'on retrouve dans toutes les enquêtes policières. C'est-à-dire que enquêteur X va faire telle observation, qui ne sera pas forcément la même que l'enquêteur Y. Par contre, le point A, qui sont le prélèvement ADN, la salive, les cheveux, sont des données scientifiques. C'est-à-dire qu'on laisse dans une enquête à l'appréciation humaine. Donc ça veut dire qu'on peut se retrouver avec Believers, Nico et d'autres. On peut se retrouver parce qu'on laisse dans un protocole à l'appréciation humaine dans un protocole. On peut le faire. Je ne réponds pas à ta question parce que, pourtant tu sais que je t'aime beaucoup, on a déjà discuté hier, mais parce que oublions le négatif au final. Ça nous ronge, même nous en interne, on est là, on s'emmerde à faire des trucs sérieux alors qu'il y en a qui font en une vidéo 400 000 vues et ils ruinent tout. Et nous, on fait pas la course aux vues, on s'en fout, quoi. Franchement, on s'en fout. Je vous l'ai déjà dit en live, en plus. La plaque qui peut vous dire, on en a rien à faire des vues. C'est pas
c'est pas la clé. La clé, c'est la qualité avant la quantité. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps parce qu'ils ont tous probablement un mot à dire aussi. Alors moi, je rejoins Nico là-dessus. On n'est personne pour dire aux uns aux autres de faire ce qu'il y a à faire. Je pense que le public est assez grand pour trier lui-même le sérieux du non-sérieux. YouTube est une plateforme libre. S'il y en a qui veulent faire les guignols, ils font les guignols. Après, c'est vrai, comme dit Nico, ça blesse. Donc ça fait 10 ans qu'on fait ça. On s'est arraché pour faire des protocoles, trouver le matériel adéquat, comment utiliser, poser des théories. Puis du jour au lendemain, le mec qui fait tout le monde est mis dans le panier. Donc tous les enquêteurs sérieux ont été mis dans le panier. On est tous éclaboussés. Maintenant, on se fait tous traiter de fakers. Et ça fait mal. Et je pense, je ne vais pas aller plus loin que Nico a dit, effectivement les protocoles ne sont pas très durs à mettre en place pour que tout le monde s'entende sur une manière de travailler. On a vu Experience Investigation, on peut travailler entre gens sérieux, de qualité, et des gens qui savent ce qu'ils font et comment on utilise le matériel. Maintenant, de mon avis personnel, je pense qu'il ne faudrait pas que ce soit filmé. Parce que lorsque l'on filme, on rentre dans le divertissement. Tu es obligé d'entrer dans le divertissement. On ne peut pas vous mettre une enquête où on a filmé pendant 48 heures non-stop, des rushs pour que chacun voit. Il va falloir de la musique, il va falloir des coupages, il va falloir du montage, il va falloir tout ce genre de choses pour que ce soit attrayant. Sinon, sur YouTube, il n'y aura personne qui regardera. Donc ça ne sert à rien. Si demain on fait une enquête sérieuse pour que les scientifiques viennent autour, il ne faut pas que ce soit filmé. Et c'est là aussi où le bas blesse, c'est que le public ne pourra pas être au courant ou voir ces enquêtes. Il faut juste voir des comptes rendus. Je pense que si demain on veut faire quelque chose de encore plus sérieux, on va aller encore plus loin, il faut filmer. Il ne faut pas s'imaginer faire un épisode ou quelque chose dans le genre. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de différences de protocoles selon les enquêteurs, et c'est là où on commence un petit peu à se diviser. Chaque enquêteur ou chaque équipe d'enquête a ses propres protocoles, ses propres croyances, et le pire, ses propres interprétations. Et c'est là où finalement, d'un groupe à l'autre, on ne se rejoint pas du tout et on ne se comprend pas. Et c'est là où on commence à créer des clans. Ben, toi tu crois dans les orbes et moi aussi, et ben, on va être copains. Par contre, ceux qui ne croient pas aux orbes, et ben là, eux, ça va être des cons, ça va être des gens qui n'y connaissent rien, ou je ne sais quoi d'autre encore. Aujourd'hui, on arrive dans un monde où la vue, la popularité passe avant le reste. YouTube, c'est vrai que c'est un outil fantastique, c'est formidable, mais aujourd'hui, on arrive à avoir des gens qui font des choses, non pas par passion, non pas par envie, mais uniquement par envie de popularité. Bon, pour Jerry, c'est vrai que c'est l'exemple, on ne veut pas encore tirer sur l'ambiance, mais Jerry, c'est l'exemple type de la personne qui, effectivement, en une vidéo, ruine tout le domaine en lui entier, quoi. C'est très compliqué aujourd'hui de se battre contre ce genre de personnage qui a une communauté en plus qui est très agressive, et ils sont vraiment, eux, en l'occurrence dans le négatif le plus complet, ce sont des gens qui sont très malveillants, et il ne faut surtout pas s'en prendre à Jerry, parce que derrière, c'est pas une communauté qui c'est une secte, quoi. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde très particulier, et bon, on arrive encore aujourd'hui, je pense, à se retrouver entre enquêteurs sérieux, ce qui est encore le cas aujourd'hui, puisqu'on est encore là. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y en a plein d'autres, on ne pouvait pas inviter tout le monde non plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est non pas d'éduquer les gens qui nous regardent, parce que les gens regardent ceux qu'ils ont envie de regarder et ce qu'ils ont envie de voir, surtout. Voilà. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai pas envie de voir Rip donner un hamburger à quelqu'un ou enfermer un démon dans une boîte à chaussures, vous voyez. Il y a des enquêteurs qui sont là pour ça et qui offrent ce genre de spectacle, parce que là, on va parler de spectacle. Mais la communauté, cette communauté-là n'est pas la nôtre. Elle ne s'intéresse pas à ce qu'on leur propose. Elle s'intéresse à une personne et pas au domaine, finalement. Voilà, c'est vraiment ça la différence. Je pense qu'il faut qu'on reste entre nous, sans forcément effectivement critiquer les autres, parce que c'est pas, encore une fois, le but. Il faut se recentrer sur ce que nous, on sait faire, sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on aime, sur les gens qu'on aime, les gens qui font du travail avec passion et dans lesquels on se retrouve. Voilà, tout simplement. Bah écoute, moi je vais faire très court parce que honnêtement je suis 100% d'accord avec ce que vous dites les gars. Et puis surtout sur cette idée de se concentrer sur le positif avant tout, parce que sinon tu n'avances vraiment pas. Et puis oui, non, vraiment je suis d'accord. Mais en tout cas sur cette idée de protocole que tu as Nico et cette idée d'essayer de bosser ensemble, je pense qu'en fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le salon, c'est une preuve que les mentalités avancent, que l'envie d'avancer quand on est sérieux, alors c'est en train de se passer. Est-ce que vous voyez, là c'est une première, donc c'est en train de se faire, c'est en train de se créer. Et on est content de se dire que on sera ceux qui ont fait le pas en avant. Donc voilà. Et du coup, moi je ne les rejoins pas du tout, parce que j'adore les autres enquêteurs dont ils sont en train de critiquer le travail. Mais en fait, je les prends comme je prenais à l'époque les nuls ou les inconnus.
C'est-à-dire que pour moi, c'est un énorme divertissement où je me fends la gueule. Limite, des fois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un honneur parce que j'ai l'impression que nous, là, les équipes, nous sommes parodiés. Et quand quelqu'un est parodié, c'est que c'est quelqu'un qui, du coup, est bien, quoi, parce qu'au final, on parodie ceux qu'on aime. Donc, du coup, moi, voilà comment je le prends. C'est-à-dire qu'en fait, pour être très sérieux, je les prends pas comme des enquêteurs. C'est-à-dire que je les prends pas comme les gens qui sont là, ou tous ceux qui sont là dans le salon aujourd'hui. Je les prends comme un divertissement. C'est-à-dire, si j'ai envie de me marrer 5 minutes, tiens, je vais aller voir ce qu'ils font. Voilà. Pour ma part, c'était... Voilà. Ça va pas plus loin, en fait. Mais je prends le concept de parodie. C'est pas mal, hein? Je vais. Il y a beaucoup de choses dedans qui sont parodiques. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Vous voyez, n'hésitez pas, il y a tous les sujets. On va parler de tout, on va faire sans langue de bois, comme dirait Nico. Ouais, j'arrive. Alors, déplacez-vous, monsieur. Allez-y. Ah, très bien, ça. Eh ben moi, ma question, ça concerne les coulisses de ce que vous faites. Il y a de la curiosité, là. C'est-à-dire, ça fait 10 ans que vous pratiquez, c'est ça que j'ai bien compris. Sur RIP. Comment? On va être sur RIP. Sur RIP, oui. Sur RIP, je parle. Ouais, Oui. Voilà, toute l'équipe. du coup, on est mal. Voilà, donc je cible. RIP, ça existe depuis 10 ans ou non? Ouais, à peu près, voilà. Alors ma question, elle est simple, c'est où vous trouvez les capitaux pour réussir, étant donné que c'est quand même quelque chose qui jusqu'à maintenant n'a pas trop été pris au sérieux, ça existe aux États-Unis, ça débarque en France. Comment vous réussissez? En plus, vous vous déplacez à l'étranger. Et vous arrivez à vivre de ça toute l'année? Je veux dire, c'est pas une critique du tout ce que je fais là. J'aimerais comprendre comment vous faites justement pour pouvoir en vivre. Et où vous trouvez les capitaux, comment ça se passe. C'est les coulisses, voilà. Ça m'intéresse aussi. La curiosité, c'est ça? Allez, c'est parti. Merci pour votre question. Question sensible, intéressante. Hein. On est dans un pays où c'est toujours un peu sensible cette question-là. Mais... Ah ouais, essaye de parler un peu plus fort. D'accord, pardon. L'enceinte est derrière toi. Ah, pardon. Donc effectivement, c'est une question un petit peu sensible, mais extrêmement intéressante. Comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, RIP était à la base une association. Loi 1900, hein, c'est-à-dire que c'était ses membres qui participaient au financement des enquêtes que nous avons menées nous-mêmes. Avec notre argent, on avait tous un métier. On a mis de notre argent personnel et on a fait des sacrifices. J'ai perdu mon meilleur ami Seb hein, dans cette aventure. Une partie et l'autre. Hein. Et en partie à cause de moi, et peut-être un peu aussi à cause de lui. Mais c'est une aventure difficile, il faut faire des sacrifices. Et un jour, comme je vous le disais, on a eu la chance de pouvoir proposer un documentaire au groupe Canal. Ils nous ont dit, c'est cool, c'est vraiment cool. Par contre, on a vous donné que dalle, quoi, parce que vous êtes des provinciaux, les mecs, quoi, franchement. Et donc, du coup, il a fallu trouver une équipe. Et dans cette équipe, on a d'autres personnes, ceux que vous ne voyez pas à l'écran. Vous savez, dans ce monde de l'information et des informations. Le derrière, c'est cher. Les cadreurs, les preneurs de son, les réalisateurs, les hôtels, l'essence, le péage. Et 50-70% de taxes, parce qu'on est dans un domaine qu'on appelle le divertissement, qui est extrêmement taxé, très très lourd en France. 63 exactement. C'est aussi pour ça qu'il y a très peu de productions françaises à la télévision, que la plupart des productions sont américaines, anglo-saxonnes. Alors quand on nous demande combien on a gagné, je vais vous dire combien j'ai gagné moi. Mon calcul, il est, j'ai gagné un petit peu moins de 300 € par mois depuis 15 ans. Voilà ce que RIP, ce que la chasse aux fantômes m'a rapporté. Un peu moins de 300 € pour un sacrifice de vie, un sacrifice de passion. Parce que ma seule et unique envie, et je pense que ceux qui sont assis autour de cette table, ils ont la même, c'est qu'il y a des gens qui vivent des phénomènes. Et nous, on a tout fait pour essayer de crédibiliser. Je ne rejoindrai pas Denis sur Gus et ses glands. Moi, ils ne me font pas rire. Voilà ce que l'on a gagné. Pour étayer un peu le sujet, donc en étant un peu plus précis, de 2005 à 2010, comme l'a dit Nico, on était une association. On a tous mis des centaines et voire des milliers d'euros de notre poche pour acheter les premières caméras, le premier matériel, qui à l'époque était bien plus onéreux que maintenant. Ça n'existait pas il y a 10 ans. On achetait ça aux États-Unis, on les faisait faire en Angleterre. Ça coûtait très cher. Les gens qui nous suivaient dans cette équipe, petit à petit, nous ont dit « Mais attendez, mais nous, ça ne nous rapporte rien. Tous les samedis matins, vous nous faites lever pour faire des cours,
pour les documentaires, des exposés, parce que c'est ce qu'on faisait. Tous les samedis matins, on avait rendez-vous pour regarder des documentaires, faire des PowerPoint, parler du sujet, pour savoir de quoi on parlait, de comment ça se faisait. Ça prenait du temps, ça prenait de l'argent, ça mettait les vies amoureuses en dépens. Les gens sont partis, les gens ne nous ont pas fait confiance. Et puis ensuite, en 2010, une chaîne télé nous dit « Ok », en 2008, il faut 2 ans. En 2008, on fait un prêt bancaire. Un prêt bancaire que n'importe quelle personne peut faire pour monter une société. Ce prêt bancaire coûte de l'argent. 2 ans plus tard, on n'a toujours pas de producteur, on n'a toujours pas de chaîne, on n'a rien. Il nous reste 120 € sur le compte et on a plus de 25 000 € à rembourser. Ça, c'est la réalité. Et ensuite, en 2010, Canal nous dit « Ok, je vous signe 4 épisodes. » À peu près, à la télé, 52 minutes, c'est 1 000 € la minute en prime time. Donc un épisode, ça pourrait coûter 50 000 €. Ils vont nous donner moins de la moitié pour 4 épisodes. On ne gagnera pas un centime. Et c'est vous, le public, qui avez aimé ce qu'on a fait. C'est vous qui avez fait l'audience. La saison 2, la saison 3, la saison 4, on se signe. C'est une chaîne qui paye, tout simplement. Bien sûr qu'il y a des salaires derrière, des salaires minables. Parce que, comme l'a dit Nico, il y a les taxes, il y a les cadreurs, il y a tout le monde. C'est une production française. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est plus à la télé. C'est plus simple d'acheter américain, on achète 50 000 $, on a 20 épisodes, on a tous les trailers, on peut en diffuser à vie. Ben, quand vous produisez français, 50 000 $, un peu moins, c'est juste un épisode français. La moitié de taxes. La plupart des gens dans notre équipe se sont mis au chômage pendant plus de 5 ans. Parce que, allez trouver un patron, vous allez lui dire, bon, moi je pars 20 jours ici parce que j'ai 4 tournages, et puis dans 2 semaines, je dois repartir 3 jours parce que j'ai un autre tournage, et ceci et cela. Ça, c'est la réalité. On a tous mis nos vies en suspens, nos métiers en suspens, et on n'a jamais vécu de ce qu'on a fait. Voilà. Juste pour le prendre. Voilà, vous savez à peu près tout sur les off, les coulisses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame. Ah, madame. Ah, il y en a 2. Alors déjà, moi, suite à ce qu'on vient de dire, je voulais vous remercier d'être si sérieux. Voilà. Pour tous, autour de la table. Je pense que ça va dans le bon sens, parce que je vois que vous avez été médiatisé par le bien public et sans aucune... enfin, plutôt dans un contexte positif. Donc voilà. Moi, j'en reviens un petit peu au sujet qui nous intéresse. Je voulais savoir si vous arrivez à vous mettre d'accord, toutes les équipes, sur un endroit qui vous aurait vraiment marqué communément, sur une enquête que vous auriez pu faire chacun de votre côté, mais un endroit qui aurait pu communément vous marquer, de par son histoire, de par ce qui s'en dégage. Voilà. Merci beaucoup. J'ai envie de répondre, mais j'aime bien avoir une première idée, tu vois. Est-ce qu'il y aurait un lieu qu'on aurait fait tous ensemble, qui nous aurait plu, ou qu'on a déjà fait? Non, en fait, oui, moi je sais que vous avez fait Fougeray. Oui. Vous l'avez fait aussi. C'est un peu le baptême. Fougeray, c'est le baptême. Ah, ça compte pas. Et en fait, je voulais savoir si, peut-être des enquêtes que vous ne filmez pas, mais savoir s'il y a vraiment un lieu où vous pouvez avoir un consensus là-dessus, dans cet endroit-là. On a un consensus inter-équipe, peu importe, mais dans cet endroit-là, il y a vraiment quelque chose. Je pense qu'on est d'accord quand même que dire qu'on a tous les deux, enfin Rip et The Believers, on a fait Fougeray au début où il n'y avait rien, pas un meuble, le plafond n'existait pratiquement pas. Et du coup, honnêtement, on a tous quand même vécu une sacrée expérience là-bas. À l'époque, le château était quand même très habité, un peu moins aujourd'hui. Et donc ouais, non, Fougeray, je sais qu'on a fait Puy-Martin aussi. Et Puy-Martin est encore aussi un super château. Je crois qu'on a Puy-Martin et Fougeray qu'on a... Ouais. Mais en tout cas, voilà, 2 châteaux français, et tous les deux, on a eu vraiment des expériences vraiment intéressantes. Je laisse peut-être les gars dire... Non, effectivement, The Believers et RIP, je crois que c'est 2 enquêtes en commun, et comme le dit très justement John, et je préfère souligner le dessus, nous on a fait The Fougeray en 2011, Believers je crois que c'était en 2014, 2013, donc c'était avant toute médiatisation, il n'y avait rien, il n'y avait pas de soirée, donc c'était bien avant que le monde public le connaisse, et effectivement, eux comme nous, Fougeray a une âme. Voilà, ça en tout cas si je peux le dire, et je pense que RIP et The Believers sont d'accord là-dessus. C'est bon. Et du coup, on va faire expérience seule. Quel est le lieu que vous avez fait que tu as, on va dire, celui qui t'a le plus marqué? Et la toute première. La toute première, le seul problème, c'est que j'avais aucune notion de montage vidéo, aucune expérience. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est en fait une équipe un peu plus jeune que RIP ou Believers.
Nous, on a découvert le paranormal avec RIP. Voilà, avec Anton, avec Nico, avec leur équipe. On les a suivis dès le début, dès la première saison. On a accroché direct au concept. On s'est formé avec eux. Et aujourd'hui, notre asso se base beaucoup sur leur protocole de l'époque. Bon. Donc j'ai grandi avec eux, donc les avoir à côté de moi aujourd'hui, c'est une énorme fierté. Et je les remercie encore une fois d'être là, et Believers aussi, bien évidemment. Et bon, je pense qu'on a effectivement tous une enquête qui nous a marqué. Moi, c'était la première, mais encore une fois, je n'avais aucune expérience réelle sur le terrain, j'entends. Très peu de matériel, parce que comme Anton l'a dit, ça coûte énormément d'argent. Et c'était une maison, une ancienne maison du seigneur du village, où il y a eu des très mauvaises choses de faites dedans. Et on a eu n'importe quel sceptique qui aurait passé une nuit dans cette maison aurait été changé. Et ça, je mets la main sur la table, c'était tellement impressionnant que j'ai encore aujourd'hui du mal à le croire. Mais ceux qui ne croient pas, aujourd'hui, je ne comprends pas que les gens soient fermés à ça. Les gens s'ouvrent de plus en plus, mais encore une fois, nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, on a tous nos expériences, selon, je pense, les phénomènes qu'on y a vécu, tout simplement. Moi, c'était la première expérience, la première nuit passée à enquêter, qui m'a marqué, mais voilà. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir y retourner, mais les propriétaires ont changé, la maison a été vendue, évidemment, parce que très très dur à vivre. C'était des amis qui avaient acheté cette maison, et ils ont été très choqués par ce qu'ils ont vécu là-bas. C'était des amis que je connaissais depuis plus de 10 ans, avec qui j'avais jamais parlé de paranormal, avec qui même je n'avais jamais osé aborder le sujet, puisque comme tout le monde le sait aujourd'hui, quand on aborde le paranormal, on est très vite jugé, et pas toujours en bien, évidemment. Et voilà, c'était ma pire expérience, c'était celle-ci. Ouais. Réveillé en pleine nuit par un hurlement qui venait de nulle part, c'était des bruits de pas tout autour du lit alors que j'essayais de dormir, c'était vraiment très impressionnant. Good. Donc voilà, il y avait une autre question, je crois, au fond. Ah non, il y a eu une feinte. Il y a eu une feinte de question. Voilà. Pourquoi ça y est, il me font gauche-droite, je le sens. Je suis pas sportif, hein, je vous préviens. Alors, on commence par qui? Qui avait qui? Allez, monsieur qui n'a pas encore posé, je reviens vers toi après. D'autant que ça va rejoindre un peu la question de madame. Je me posais la question, je m'intéresse un petit peu aussi à tout ce qui est de ces phénomènes-là, mais aussi à ce qui est de la zététique. Je me demandais, par rapport au protocole, est-ce que vous avez essayé de travailler avec des gens comme Christophe Michel, d'hygiène mentale, des gens comme ça? Et la question que posait madame pose en fait le problème de la réplication. Ça serait très intéressant d'avoir plusieurs équipes qui vont travailler sur le même lieu, encadrées justement avec des gens qui ont l'habitude des protocoles scientifiques pour essayer d'amener quelque chose, peut-être de concret. Vous parliez aussi du problème de filmer, qui fausse un petit peu la chose. Est-ce qu'il y aurait des plateformes de diffusion qui ne dépendraient pas des vues, des choses comme ça, qui permettraient d'avoir une indépendance en fait vis-à-vis de ça? Merci pour ta question. J'ai entendu le début principalement, et donc je vais répondre concernant la zététique. Quelque part, avec Denis, là, on est un peu les darons, quoi. Un peu les darons parce qu'on a commencé vraiment au début. Et la zététique a été omniprésente il y a plus de 10 ans, c'est vrai. Il y avait l'Observatoire Z, la zététique radicale et la zététique traditionnelle. C'était 3 grands groupes qui s'opposent depuis... bref, ils n'arrivent pas à s'entendre. Quand on a été diffusé en reportage, je parle même pas de RIP, en reportage, la zététique s'est intéressée à ce qu'on faisait. L'OZ, c'était quoi, monsieur mon voisin, hein, Denis, si je ne me trompe pas, Richard, mon voisin de l'OZ. C'était ça, Grenoble ou je ne sais plus laquelle. Nous a contactés pour qu'on se rencontre. Avec Denis, on a pris la voiture, on est allé les voir, et ils étaient une quarantaine, autour d'une grande table. C'était un peu impressionnant au final, parce que tu vois, nous, on faisait ça depuis des années, un peu dans notre coin, machin, puis là, on se heurte instantanément à un scepticisme assez dur, en fait. Et c'est pas le paranormal qui juge, c'est nous, l'action qui juge. Oh, vous êtes des chasseurs de fantômes. Alors déjà, je t'arrête tout de suite. On n'a jamais dit qu'on était des chasseurs de fantômes. On est des enquêteurs. Comme je vous disais, la presse aussi choisit les titres de ces émissions, de ces reportages. Vous voyez un petit peu... Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ça nous est imposé. Donc, pour répondre à ta question, on a essayé de contacter ces zététiciens, on a discuté avec eux. Et puis, en fait, ce qu'on a remarqué, on a remarqué la même chose qui se passe au milieu des chasseurs de fantômes, des ufologues. C'est la guerre. C'est la guerre entre les clans. En fait, personne ne s'entend sur la même chose. Ceux qui étaient à la conférence avant, je vous ai dit, je vous en ai parlé de cette problématique.
On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et la seule façon de se mettre d'accord, c'est d'apprendre à accepter les différences de pensée des autres. Et qu'on n'a pas la vérité absolue. Donc, je le répète, s'il y a un zététicien qui est tout seul là dans son coin, ou qui en connaît d'autres, mon email c'est nico.augusto@gmail.com. Je vous invite très clairement à discuter, et puis on passera le message avec Anton, avec John, avec Nico, et nous on est prêts à les rencontrer, travaillons ensemble. Mais par contre, arrêtez. Avant de passer à Anton, je vous dis juste un dernier truc. La seule chose que je vois, que ce soit dans l'UFO ou ici, dans le paranormal, il y a une compétition à qui va ramener la preuve ultime de la vie après la mort ou d'une IBI, identité biologiquement extraterrestre. C'est la guerre. Chacun se fait la guerre. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. C'est tout. Donc la question de la plateforme à choisir, je pense que c'est un détail où on peut diffuser quoi que ce soit. Je pense que c'est un détail. La seule clé, c'est le protocole et qu'on se mette d'accord autour d'une table. On ne sera pas d'accord, on va se prendre la tête. Mais si on persévère et qu'on accepte, on peut peut-être trouver un compromis. Regardez. On y arrive, on commence, on y arrive. Je vais juste faire une aparté 2 secondes sur cet exemple que vous donne Nico sur la zététique. Moi, je vais vous faire la version, les 2 détails très simples. C'est qu'on est arrivé, on avait en face de nous des mecs qui bossaient au CERN, des géobiologistes, enfin des monstres. Franchement, des monstres en face. Et c'est vrai que je me rappellerai toujours, on s'est assis tous les 2, on s'est pincé la cuisse, on d'un air de dire on est dans la merde. Le premier truc qu'ils nous ont demandé, là vous êtes chasseurs de fantômes les gars? Oui, on a une question. Voilà, pourquoi vous êtes là? Enfin, pas que ça, mais entre autres. Et là on s'est dit, merde, ça y est, ça commence. Comment vous faites pour trouver des lieux hantés? Ok, donc là on a en fait que des tronches autour de la table, des mecs qui ont des années après le bac, et les mecs n'arrivent pas à trouver un lieu hanté en fait. Voilà, cherchez l'erreur déjà, il y a un problème. Et donc pour en finir vite fait, à la fin, donc ça s'est très bien passé, enfin plus ou moins très bien passé on va dire. Et à la fin ils nous ont dit voilà, écoutez, on boit un verre tous ensemble, patati patata, on va boire un verre. Les 3/4, je pense, de leur assaut sont venus en douce, c'est-à-dire que quand les boss étaient là, les mecs se barraient, quand les boss se barraient, ils venaient vers nous, ils nous disaient si jamais les gars, si un jour on peut enquêter avec vous, enfin, vous pouvez nous appeler parce que en fait nous, si vous voulez, on est toujours dans des laboratoires en fait, mais du coup on ne va pas sur le terrain quoi, donc ça nous manque quoi, on connaît pas. Donc en fait ces mecs-là étudient, ils attendaient cette fameuse phrase qui a été dite, qu'on dit plus aujourd'hui, c'est des pseudo-scientifiques, je l'assume de le dire, qui attendent qu'on leur amène un fantôme dans un bocal pour qu'ils puissent l'analyser dans le laboratoire. Mais ils ne bougeront jamais leur cul pour aller dans un château ou sur un lieu où il y a eu des témoignages, où il y a de l'historique, où il y a de la légende. C'est aux autres de faire le travail pour eux, et c'est ce qui est très triste. Donc c'est pour ça que nous, la démarche, c'était bossons ensemble, venez avec nous, amenez vos protocoles, on a les nôtres. Voilà, on l'a fait, mais bon, ça n'a pas donné suite. Ok. On va pas épiloguer, nickel. Il y avait une autre question. Bonjour Marina. Il y a Marina qui est derrière le poteau si vous l'avez pas vu. Alors moi j'ai une question pour vous, si c'est possible, et peut-être pour Mariana aussi, pour la peine. Alors grâce aux conférences, j'ai pu comprendre un peu le parcours des 2 autres membres de RIP, sachant que vous n'avez pas fait de conférence, je ne connais pas exactement les détails de l'expérience que vous avez évoquée tout à l'heure en vous présentant, donc si c'est possible d'en savoir un petit peu plus sur vous 2. Tu veux qu'on revienne brièvement sur pourquoi nous dans le paranormal? Vous avez évoqué que vous aviez une expérience personnelle, si on peut la connaître. D'accord. Alors, Marina est en live en ce moment, donc ça va être plus compliqué. Mais par contre, je t'invite à du coup la choper après la conférence. Pour ma part, c'est très simple. J'ai eu, en fait, à une période de ma vie, donc j'ai, comme beaucoup, Génération X-Files, Mystère, tout ça, voilà, on flippe la nuit, hein, c'est un enfer. Ok, ça m'intriguait comme je pense les 3/4 d'ici. Mais un jour, en fait, il s'est passé quelque chose de... Alors c'est très personnel, donc je vais le faire assez vague. En gros, je vivais avec quelqu'un. Cette personne, son papa tombe malade. Son papa, on le voyait pas très très souvent, mais il tombe malade. En gros, en 3 mois, voilà, c'est un cancer généralisé, il décède. Et en fait, dans les 3 jours qui ont suivi son décès, en fait, on a reçu des coups de fil à la maison, sur une ligne fixe à l'époque,
il n'existe, il n'y avait pas trop de box internet. Donc c'était ligne classique, et en fait c'était à heure fixe, à 19h. Et à chaque fois qu'en fait je décrochais, j'entendais des mamies au loin qui parlaient, mais vraiment des mamies, parce que c'était vraiment une voix de personnes très âgées, qui disaient qu'en gros, je comprenais juste, ça va mieux, il est parti, il va bien. Donc au début on pense pas paranormal, hein, surtout qu'on n'est pas en période de top. Donc je disais allô, allô, qu'est-ce qui se passe? Allô, je vous entends pas, il y a un problème. Et puis le deuxième soir se repasse la même chose, et là je me rends compte qu'en fait, je me dis mais c'est quand même bizarre, parce qu'en fait, il y a une personne qui parle mais l'autre qui lui répond. Donc c'est-à-dire qu'elles ont l'impression, j'avais l'impression qu'elles étaient au téléphone, et que moi j'étais la troisième ligne greffée, ce que je comprenais pas du coup. Ça s'est passé comme ça 3 jours on va dire, et le vendredi, il se passe rien, donc on n'y fait pas attention. Pour moi, c'était une interférence de ligne, ni plus ni moins. Et en fait, son téléphone portable se met à sonner, donc c'était pas les smartphones d'aujourd'hui, hein, on était dans le 3310 peut-être de Nokia, pour ceux qui ont connu. Là, il y en a plein qui doivent dire de quoi il parle. Et en fait, ça marque papa portable absence. Donc là, bon, bah, forcément, vous imaginez sa tête, elle est devenue blanc comme un linge. Moi, bah, j'ai pas pensé paranormal, je me suis dit, ils ont refilé sa ligne, t'inquiète pas, fallait essayer de remonter le moral plus que de partir dans des délires. Et bref, le samedi, on va faire le fameux déménagement où l'ambiance va être très glauque, et on arrive, il y a sa sœur qui arrive, et en gros, moi je la chope et je lui dis, est-ce que t'as déjà fait des papiers, est-ce que t'as refilé, arrêté le téléphone portable, des choses comme ça. Elle me dit, non, c'est la première fois qu'on vient dans l'appart. Et en fait, on tire le tiroir de l'entrée, et en fait là on voit le téléphone fermé, éteint, parce que c'est quelqu'un qui... On éteignait son téléphone à une période le soir en rentrant, oui. C'est étonnant, mais oui. Les clés, le portefeuille, enfin c'était quelqu'un d'une 50aine d'années, très organisé. Et du coup, bah, c'est à partir de là où, pas tout de suite, hein, je vous l'avoue, je suis pas rentré chez moi en me disant, ça y est, je deviens enquêteur du para, mais en fait ça m'a intrigué, puis j'ai vu petit à petit qu'il y avait des témoignages qui existaient sur ce genre de phénomène qui leur était arrivé, et de là, bah, on en découvre plein. Et du coup, j'ai jamais compris, j'ai jamais cherché à comprendre, pour être honnête, sur ce phénomène-là. Mais du coup, ça m'a ouvert en fait la curiosité sur merde, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a énormément de témoignages sur ce style de phénomène dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, quand c'est un proche, on ne pense pas forcément paranormal. Aujourd'hui, un peu plus, parce qu'on c'est un peu plus développé avec le net et tout. Et c'est vrai qu'on ne se pose pas spécialement la question. Et moi, c'est ce qui a fait que je me suis vraiment intéressé au phénomène de hantise. Suite à ça en fait, ça m'a vraiment intrigué. Ma mère qui était assez axée tout ce qui était médium, pendule et tout, du coup en discutant, ben voilà, et ainsi de suite. Grosso merdo, c'était ça. Et après j'ai rencontré l'autre fêlé avec le bonnet là-bas. Et on avait plein de points communs sur ce genre de trucs, et c'est vrai que bah du coup ça a été cool de pouvoir parler à quelqu'un qui lui avait déjà bien de l'avance là-dessus. Du coup on a voilà commencé ensemble, ensuite Anton, toute la clique, et puis voilà ce qu'on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je vais faire le petit point que certains ont fait, j'ai pas eu le temps. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous si on peut faire tout ça. Merci à Expérience, parce que ce salon, ben, Nico et moi par exemple, ça fait... Spirit Expérience. Spirit Expérience, pardon, excuse-moi. Ça fait plus de 10 ans, nous, qu'on s'est dit, est-ce qu'un jour il y aura un salon en France sur ces pôles qui sont représentés aujourd'hui? Donc voilà, c'est vraiment très intéressant, et ben, merci d'avoir été aussi nombreux. En tout cas, voilà, c'était le petit coin remerciement de ma part. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, on a encore un petit peu de temps, puis au pire on bouffera la conférence de l'autre, celui d'après, c'est pas grave. C'est un petit peu plus pour The Believers, mais je pense que vous êtes tous concernés. J'habite en France, mais je suis d'origine étrangère, et je sais que je suis d'origine irlandaise. On a beaucoup, les pays anglo-saxons ont une sensibilité beaucoup plus libre sur les points dans des pays anglo-saxons. Concrètement, ça vous change quelque chose, les gens, le regard des gens, ou les gens, comment ils vous reçoivent? Est-ce que ça fait une vraie différence? Ah, complètement. Mais complètement. Voilà, merci John. Voilà. Non, c'est pour dire en fait, c'est l'Angleterre et la Belgique où l'accueil est incroyable. Vraiment, et du coup, les Belges sont vraiment juste à côté de nous, et c'est fou qu'à seulement quelques kilomètres, on a une frontière mentale, psychologique complètement différente. Et oui, mais en Angleterre, c'est naturel en fait, limite. C'est ce côté d'arrêter de se poser aussi trop de questions, alors qu'ils vivent énormément de choses. Au bout d'un moment, il faut savoir aussi accepter ce que l'on vit. C'est normal de rester. Il faut toujours avoir une part de scepticisme en soi, c'est très important. Mais à un moment, on vit tellement de choses qu'il faut aussi accepter ce que l'on vit.
Et beaucoup d'Anglais sont comme ça. Et puis après, c'est aussi, je pense, un pays qui est habitué aux légendes, ainsi de suite, et qui les a beaucoup acceptées. Donc ça fait partie de leur patrimoine. Et puis je pense aussi que c'est un pays qui n'a pas connu ce que la France a connu dans les années 1800, avec les tables tournantes, les Ouija et tout le bordel, et qu'on s'est rendu compte que 90% de ces gens c'était des charlatans. Et alors que la France était ouverte grandement à tout ça, et ça a fait beaucoup de mal en fait à la France. Il y a des gens comme Houdini, tout ça, heureusement qu'ils ont existé parce que c'est eux qui ont cassé tout ça, qui ont vraiment cherché à dire attendez, il y a 90% c'est que des conneries. Mais du coup c'est quelque chose, c'est un point d'impact en France qui a cassé un peu le paranormal. Et je pense que l'Angleterre, la Belgique, tout ça, eux n'ont pas forcément connu ce point d'impact à ce point-là. Et voilà, mais non, mais en tout cas, c'est clair qu'à chaque fois qu'on va en Angleterre ou en Belgique, on est super bien accueillis. Et en France, on l'est aussi, c'est juste que les portes sont plus difficiles à ouvrir. Ouais. Très juste, vas-y. Bah moi, juste pour ajouter, il faut savoir aussi que la France, contrairement aux pays anglo-saxons ou d'autres pays d'Europe, la France, c'est le pays du cogito ergo sum de Descartes. Et ça, c'est aussi quelque chose, donc je pense, dont je suis la méthode, et c'est quelque chose qui bloque beaucoup en France. Et comme j'ai dit aussi dans ma conférence, le sujet de la mort dans certains pays anglo-saxons, pays asiatiques, pays du Maghreb, quasiment dans tout le reste du monde, n'est pas un sujet tabou. En France, c'est un sujet sacralisé, on ne parle pas des morts. Alors vous imaginez les chasser, entre guillemets, quand je dis les chasser, c'est essayer de trouver la mort. On vous regarde tout de suite avec des yeux, mais vous êtes complètement fou. Et c'est vrai que les portes se ferment, contrairement dans d'autres pays où ils vous accueillent les bras ouverts. C'est presque, il n'y a même pas de souci, on ne va pas faire vocation, viens, je vais te raconter les légendes, je vais te raconter les histoires. Et s'il y a telle personne qui a vécu ça, ici tu connais cette légende, viens, je vais te la partager. Tu vois, ils veulent te donner cette passion. C'est-à-dire que les murs, le patrimoine d'un lieu dans d'autres pays, les morts font partie de la légende, de l'histoire, ils sont là. En France, on va garder l'architecture, on va garder le style, on va garder l'art, la peinture, qui a habité, qui a acheté. Mais par contre, les gens qui sont morts dedans, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est beau ce que j'ai dit. C'est beau. Il y met tellement de vie. C'est beau. Je ne vais pas rallonger, ça sert à rien de rallonger, je vais juste mettre quand même une toute petite nuance sur les pays anglo-saxons. Je vous ai parlé dans la conférence du business. Et les pays anglo-saxons, ben, ça marche très fort. Ça fait des très grosses audiences. Ça fait énormément d'argent, je vous avoue. Encore une fois, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis, un petit peu moins. Je me suis retrouvé dans des grosses productions américaines et je sais quels sont leurs objectifs de chiffres. Ça marche très fort. Donc, ça n'enlève absolument pas ce qu'a dit John et Anton. Parce que on l'a vécu aussi, on est allé en Angleterre, les gens sont. T'es là, tu te dis, mais oh la vache. Pouf, ok, déjà tu m'as pris pour un fou, ce qui est déjà quand même fortement agréable. Hein. Mais, encore une fois, information et désinformation. Les pays anglo-saxons font des audiences monumentales sur cette thématique. Je ne dirai rien d'autre, c'est tout. Il faut garder la balance à la deux côtés. Et après, pour changer de côté, je rajouterais juste qu'on a eu la chance de faire la République tchèque, la Roumanie, la Slovénie, et qu'on a eu le même accueil. C'est-à-dire un accueil où des gens sont ouverts, des gens sont capables de vous parler de la légende. Quand vous leur dites ce que vous faites, ben, il n'y a pas de jugement, ni dans leur regard, ni rien du tout. Il y en a qui sont au contraire très ouverts, et il y en a qui vont être peut-être un petit peu étonnés, mais en aucun cas fermés. Et ça, c'est très intéressant. On lit dans leurs yeux un peu le « Ah, vous faites ça? Ouais, pourquoi pas ?» Rien que quand il y a un « pourquoi pas », déjà, c'est déjà bien gagné pour nous, et puis la mentalité. Donc c'est très intéressant, c'est vrai. Après, voilà, ils ont déjà assez développé. Yes. Bonjour, merci. Je voulais savoir en fait, du coup c'est un peu l'inverse de la question de madame. Est-ce qu'à l'inverse, en fait, au cours de vos recherches, de vos enquêtes, vous avez reçu des fois des menaces ou des gens qui vous empêchaient de travailler? Enfin, pas forcément des gens, mais ça peut être aussi des autorités ou des centres de recherche. Alors là, je vais prendre un cas concret qui nous est arrivé lors d'une de nos enquêtes. Empêcher de travailler, les portes fermées, ça c'est déjà arrivé. L'agence gouvernementale à la recherche des sectes, aussi on a déjà eu, par l'association. Maintenant, en cas concret, oui, le donjon des Loges, qui est un donjon qui est vers Tours, je crois que c'est dans le Loir-et-Cher, si ma géographie est bonne,
Indre-et-Loire, waouh, et c'est une étrangère qui nous dit ça, bravo. On va enquêter au Donjon des Loches, donc il y a bien sûr un papier de tournage qui est signé, les gens connaissent le sujet, savent de quoi on va parler. 2 historiens du conseil régional sont invités, parce que voilà, on fait les enquêtes, on a besoin des historiens pour savoir ce qui se passe dans le lieu, ce qui s'est passé vraiment au-delà des livres. Ces historiens nous partagent leur avis avec vraiment bienveillance, pudeur, avec passion. Un des deux y croit, l'autre n'y croit pas, mais peu importe, il aime à y croire. C'est ce qu'il nous dit par ces mots. Les interviews durent plus de 2 heures. Et à la fin de l'enquête et du tournage, lorsque je crois que c'est le directeur des Donjons des Loches, du conseil régional se rend compte que le sujet est des chasseurs de fantômes, il va faire une opposition directe et immédiate pour empêcher toute diffusion de l'interview de ces 2 historiens qui travaillent pour le conseil régional, pour pas qu'ils passent pour des fous et que le lieu soit associé à ce genre de choses uluberlesques. Donc même s'ils avaient signé la convention de tournage, nous on n'a pas voulu s'opposer, mais on a dû les retirer de l'émission. Donc oui, en tout cas pour notre part, ça nous est déjà arrivé. The Believers, je sais pas, je vais laisser le micro. Oui, ça nous est déjà arrivé. Je peux citer un exemple. C'était, je ne peux pas dire forcément le lieu, je ne vais pas les embêter avec ça, parce qu'au final, ils nous ont ouvert leurs portes, mais une partie du lieu appartenait à une association, et une autre partie du lieu appartenait à la mairie. Donc du coup, l'association nous dit oui, et du coup, la mairie nous dit non. Donc on a eu une partie du lieu qui nous était ouverte et une partie du lieu qui nous était fermée. Donc c'est toujours, il y a cette balance d'autres sont d'accord et d'autres sont pas d'accord, et du coup ça met toujours un petit peu des barrières, mais bon voilà, du coup on avait eu droit au lieu et c'est juste qu'il y avait 2 pièces fermées, malheureusement, et voilà. Donc ça c'est 2 expériences assez concrètes concernant des tournages et des enquêtes. Et après on a un autre en latence, en dormance. Le service de presse de Canal. Là, tu as des experts entre John et nous, il y a une catastrophe. Et grâce à vous, les audiences étaient extrêmement élevées. On n'a jamais eu un papier, jamais eu un article. Allez, 3 interviews. Je ne parlerai pas pour Believers, et je ne sais pas. C'est pas la même époque non plus. Je vais vous expliquer une petite chose. Notre directeur de production de chaîne, c'est grâce à lui que vous avez pu voir ce qu'on a fait, qui nous a soutenus et qui soutient Believers aussi. Il s'assoit à une table où il y a 15 personnes. 15 personnes qui sont les représentants des différents services de chez Canal. Et quand ça arrive à son tour, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le programme qui marche le mieux? Oui, en l'occurrence, c'est RIP. Qu'est-ce que c'est RIP? C'est chasseur de fantômes. Ok, next. Voilà. Il n'y a pas d'information, c'est-à-dire que c'est pas vouloir faire de la publicité, mais on peut même pas essayer de partager nos recherches avec un public un tout petit peu plus large, ne serait-ce que pour essayer de faire un peu admettre la thématique. On en parlait tout à l'heure, il y a un vrai tabou, une chape de plomb, qui nous empêche de partager ça. Tout à l'heure, je vous ai donné une anecdote assez intéressante. Je suis allé à Las Vegas pour aller observer l'aéroport Janet, l'aéroport qui emmène les employés à l'Area 51. On est monté, j'étais avec mon meilleur ami, on est monté au dernier étage, et il y avait des caméras de surveillance au tout dernier étage. On est dans un hôtel absolument public. Caméras de surveillance, en moins de quelques minutes, on a 2 agents un agent de l'hôtel et un flic d'État américain qui viennent, qui nous disent papier, vous n'avez rien à faire ici. Pardon, alors nous on fait un peu les bobets, on parle très mal, fait genre on parle très très mal. Ici vous mettez en danger la sécurité nationale du pays. On s'est fait mettre dehors de l'hôtel. Moi je le savais, et j'avais dit à mon pote, tu verras, en moins de quelques minutes on sera mis dehors. Donc oui, c'est une thématique qui est toujours sous pression. Oui, on ne peut pas dire ce qu'on veut, oui, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et on le vit de façon régulière. Voilà. Et dernier petit point, je reviens sur la production et la télé par rapport à ce que disait Nico sur Canal. Quand les gens peuvent s'opposer, il y a aussi des gens qui s'opposent dans l'ombre. Petite anecdote très rapide, D17, qui n'appartenait pas encore, s'il venait d'appartenir au groupe Canal, rachète la saison 1 et la saison 2 de RIP. Elles sont diffusées sans aucune pub, sans rien, on ne parle pas des chasseurs de fantômes. Sans ça, malgré ça, elle va faire la meilleure audience qui a jamais été faite. On va quasiment doubler, on va faire plus de 200 000 personnes en une soirée. C'est la première fois où D17 est cité dans le top 10 des chaînes de l'audience. La saison 1 est diffusée, et du jour au lendemain, quelqu'un dans l'ombre s'est opposé à faire la saison 2, c'est pour ça que personne n'a jamais vu la saison 2. Ils l'ont acheté dans le vent et ne l'ont jamais diffusée.
parce que ça parlait de chasseurs de fantômes, et à 20h50, c'est pas un sujet auquel on parle. Et on vous passe bien sûr tous ceux qui ont essayé de nous attaquer parce qu'ils avaient soi-disant le même projet que nous, mais qu'on était passé à... Oh, Coligny, voilà. De Chavannes. Je viens de dire français. Mais c'est vrai, on a été lancé en justice et en procès parce que des gens avaient eu l'idée aussi avant nous auparavant. Comme quoi ça intéresse, mais à leur sauce à eux, pas à notre sauce à nous du coup. Sinon ils seraient venus nous voir je pense, mais du coup ils avaient envie de le faire à leur sauce. Bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oh, restez assis, vous embêtez pas. Du coup, ce serait pour les 3 équipes, puisque j'ai bien compris que vous travaillez en collaboration parfois avec des historiens ou avec les mairies pour voir les cadastres. Je voudrais savoir si vous avez déjà travaillé en collaboration avec des médiums pour vos enquêtes. Alors oui, sur certaines de nos enquêtes, notamment, nous on fait les particuliers. Ce que RIP, si je ne dis pas de bêtises, ne fait pas. Je crois que vous le faites. Non, mais j'ai envie de te dire, on va garder RIP pour la fin. On va faire Bolivar expérience. Alors, expérience d'abord. Donc oui, nous ça nous arrive de temps en temps de faire appel à un intervenant extérieur médium pour venir compléter notre protocole d'enquête. Là où c'est intéressant, c'est quand le médium n'a aucune information sur le lieu, qu'il va visiter la maison, il va se faire ses propres idées, il va recevoir ses propres messages. Et c'est lui derrière qui nous guide dans l'installation de matériel. Moi je vois quelque chose ici, je vois quelque chose là, etc. Donc nous on suit ses conseils. Bon, encore une fois c'est un intervenant, il ne fait pas partie de l'équipe, mais pourquoi pas venir compléter le protocole à l'aide d'un médium. Donc c'est lui qui va nous orienter, voilà on va dire ça, nous orienter vers telle ou telle pièce, avec tel ou tel appareil, etc. Et c'est donc lui qui va un peu donner le déroulement de l'enquête. En ce qui nous concerne, ça a été relativement payant. Puisque le médium avec lequel on travaillait était relativement performant. Mais après, je pense que mes amis seront d'accord, il est très difficile aujourd'hui de trouver un médium compétent. Et c'est là tout le problème de la médiumnité, c'est que, comme on le sait tous, la médiumnité est un business aujourd'hui, un business très lucratif. Et encore une fois, trouver la bonne personne qui a les mêmes opinions, les mêmes envies que nous, c'est très compliqué. En tout cas, je parle pour moi et mon équipe, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, l'intervention d'un médium est pour moi quelque chose de positif sur certaines enquêtes, pas toutes. Il faut que ça vaille le coup à ce moment-là, mais encore une fois, il ne faut pas que ça devienne systématique. C'est pas je pense que c'est pas notre façon de procéder. Enfin, je pense. Bien, pour nous, en fait, c'est notre première enquête. On était un petit peu perdus et c'était au château de Fougerel. Et du coup, c'est la propriétaire qui nous a présenté une médium et on lui a dit, écoutez, c'est une première enquête, venez faire quelques heures avec nous, histoire au moins de nous accompagner. Elle connaissait beaucoup mieux le château que nous. Donc c'était pas forcément plus pour son côté médium, mais plus pour son côté venir avec nous, pour avoir un peu de compagnie. Et après, on s'est beaucoup posé la question avec Sandy si on avait envie de faire venir des médiums, ainsi de suite. Et la question, ça a été non, parce qu'on s'est dit que ça allait perturber en fait notre enquête. Parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ou que la médium soit bonne ou mauvaise, le problème c'est qu'il faut qu'on se concentre sur ce que nous on vit en temps réel. Et le problème c'est que si une médium vous apporte toutes sortes d'informations, vous allez vous concentrer sur quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne vivez pas, et du coup vous avez une grande chance de louper votre enquête, ou en tout cas de louper des choses qui auraient pu se passer devant vous. Donc du coup on a fait le choix de non. Et ça arrive juste de temps en temps que Sandy, quand dans une enquête où on se sent un peu perdu, passe un petit coup de fil de 10 minutes à une médium qui est là en ami et lui demande bon écoute, est-ce que pour toi tu sens des consciences ici, comment tu le sens? Mais c'est plus plus pour se dire ok, combien il y aurait de conscience ici potentiellement, mais on s'arrête là. Parce qu'on préfère rester sur notre ressenti à nous. Ça peut être un peu le piège quand on travaille avec une médium. Donc voilà. Voilà, maintenant attendez-vous à un carnage, parce que je crois savoir l'exemple qui va être donné. Alors nous, RIP, ça n'a jamais été dans nos protocoles, on n'a jamais fait appel de médiums, nous ne sommes pas des médiums, parce qu'on a toujours dit que c'était des appréciations personnelles plutôt que des données quantifiables, mais nous l'avons fait sur une enquête pour comparer les résultats de cette personne à la nôtre, et je vais laisser Nico... Ah non, ah non. Je suis obligé de raconter cette partie. Parce que tu es très vivant quand tu l'expliques. Oui, bon, non, en fait, la problématique, c'est qu'en fait, on s'est ouvert au fur et à mesure des années. Parce qu'en fait, le protocole tourne en rond. On a
X résultats qui sont globalement les mêmes, donc on se remet en question, c'est pour ça qu'on a intégré le Ouija dans certaines, toujours en utilisant un protocole bien sérieux d'observation, puis on s'est dit tiens, on va prendre un médium, et puis on a trouvé un médium qui était extrêmement réputé dans la région où on allait faire notre enquête. Voilà, on l'a fait réputé, bref, en presse et compagnie. Bon, le mec, plutôt sérieux, solide, c'est pas marqué sur son CV que le mec lâche des caisses quand il digère les entités. Alors encore une fois, je ne critiquerai pas les médiums, parce que nous ne savons que peu de choses sur leur capacité. Je suis convaincu que certains nombres d'entre eux ont des capacités qui vont au-delà de nos capacités moyennes. Est-ce qu'on doit les intégrer dans nos enquêtes? Il fut un temps, à mon sens, je vous aurais dit non. Encore une fois, les choses évoluent. Je pense que c'est une nécessité de les intégrer à un protocole. John dit un point très juste. Ils ont, un peu pour mauvaise habitude, de parler, de dire ce qu'ils vont, et donc du coup d'influencer globalement les autres équipiers. Il faut réimaginer un protocole, comment les intégrer, et comment nous aussi évoluer et aller vers eux. Une chose est sûre, on l'a testé une fois, et moi personnellement j'ai passé mes 2 soirées à enquêter, à essayer de débunker les conneries qu'il était en train de faire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, bon, il a lâché des caisses, c'est drôle, mais il a essayé quand même de nous leurrer sur l'histoire. Et ça c'était pas forcément très agréable. Donc nous aussi on est dans un travail d'observation, et toutes ces observations qu'il faisait sur les éléments qu'il était en train de nous dire, tiens, dans cette pièce, je ressens un loup, je ressens un chien, ça sent le poil mouillé, ok. Sauf que nous, on est en night shot. Moi, mon job, c'était aussi d'observer pour pas que ça perturbe les protocoles. Et en fait, chaque pièce dans laquelle il rentrait, eh bien, il y avait un élément d'information. Donc, dans l'occurrence, dans cette pièce, il y avait un tout petit tableau avec un chien. Donc, chaque pièce, il avait un élément d'information très précis, technique exactement, une sorte de moyen mnémotechnique pour lui, pour savoir exactement où il va s'embrouiller. Encore une fois, je pense que pas de généralité, extrêmement compétent, j'en ai rencontré déjà 2-3 avec qui j'échange, des gens très pointus, très compétents, ne faisons pas de généralité, et je pense qu'il faut essayer de trouver un compromis, si on veut essayer un jour de travailler avec. Donc voilà, je le savais, ça passe très vite. Nous allons devoir arrêter la conférence, puisqu'il y en a d'autres de prévues derrière. Je tiens à tous, enfin on tient, parce que pour nous c'est une très grande première de retrouver plusieurs équipes autour de la même table pour échanger avec vous. Merci beaucoup d'être venus, merci à vous, et je vous laisse profiter des dernières heures du salon, profitez-en un maximum, et il y a d'autres conférences je crois qui suivent. Voilà, merci à tous, on peut se retrouver en bas.